Il y a plein de vidéos aberrantes sur le QI et pourtant j'ai décidé d'en analyser une qui est vraiment bien. Le problème c'est qu'elle est scientifiquement vide. En effet, elle analyse le livre Discrimination et disparité de l'économiste Thomas Sowell, qui défend l'idée que les inégalités observées entre individus et groupes ne s'expliquent pas principalement par les discriminations, mais par des différences de prérequis. Son idée, c'est que les causes des inégalités sont plurifactorielles, mais c'est là que ça coince. Oui, il a raison, plein de causes expliquent les inégalités, mais elles n'ont pas toutes la même influence. Et Sowell ne pondère jamais leur poids réel. Tout ça pour dire que la vidéo de Moda Malin mérite une petite correction. Hello tout le monde, j'espère que cette introduction vous a plu. Comme vous l'avez compris, on va analyser une vidéo de Modin Malin. Il s'agit de la vidéo « Je te fais changer de point de vue sur la question des inégalités ». Et ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter des extraits de la vidéo et ensuite, je vais répondre avec ce fond-là que vous voyez. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je considère que les arguments de Thomas Sowell sont peu scientifiques, comme je l'ai suggéré sur l'intro. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en présentant plein de facteurs comme il le fait, on est plutôt sur du millefeuille argumentatif. L'auteur présente des prérequis à la réussite, ok, ils sont tous valides, mais jamais il ne les pondère, jamais il ne les hiérarchise, jamais non plus il présente la primauté de l'un d'eux par rapport à d'autres. Et donc c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, je sais pas trop quoi dire d'autre, hein. Mettez un like, partagez la vidéo, commentez, bref, let's go. Mais au fond, la chance, c'est quoi? En réalité, la chance, c'est tout simplement le nom qu'on donne à un ensemble de causes et de conséquences qu'on n'est pas capable d'expliquer. C'est tout. La chance, c'est l'ignorance. C'est juste une autre manière de dire « je ne sais pas ». Et c'est justement là que Thomas Sowell intervient. Pour lui, ce qu'il faut faire, c'est mettre des mots sur cet ensemble de causes et de conséquences qui mènent à la réussite. Ou plus exactement, dans un premier temps, aux prérequis qui permettent la réussite. Alors, les prérequis, c'est quoi? Eh bien, en probabilité, un prérequis, c'est simplement un événement qui doit se produire pour qu'un autre événement puisse se produire à son tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Prenons les tornades, par exemple. Pour qu'une tornade se forme, il faut combiner plusieurs éléments. Un air chaud et humide, plus un air froid en altitude, plus un fort cisaillement, plus un orage supercellulaire, plus un mécanisme de déclenchement. Et en fait, ces conditions-là, elles ont rien d'extraordinaire. On pourra les retrouver dans de nombreux endroits du monde. Pourtant, plus de 90% des tornades recensées dans le monde entier se produisent aux États-Unis. Parce que c'est là-bas que l'ensemble de ces conditions nécessaires se réunissent le plus fréquemment. Le premier argument, c'est celui de l'analogie de la tornade. Il explique que pour qu'une tornade apparaisse, il faut qu'il y ait plein de conditions nécessaires. Et si une seule manque, la tornade n'apparaît pas. Sowell transpose ça à la réussite humaine. Selon lui, il faut de l'intelligence, une bonne famille, le timing idéal, de la persévérance, des institutions, et manquer d'un seul prérequis, c'est l'échec assuré. Le problème, c'est que cette analogie suppose que tous les prérequis sont du même ordre. Or, c'est empiriquement faux pour les trajectoires humaines. Les prérequis ne sont pas symétriques. Je m'explique. En physique, chaque condition d'une tornade est indépendante et non substituable. En sciences sociales, c'est pas le cas. Pour la réussite humaine, il y a certaines variables qui sont fondamentales et d'autres qui sont conditionnelles. Je ferai bientôt une vidéo sur le facteur G, mais retenez juste, pour faire simple, que c'est ce que mesurent les tests de QI. Et ce n'est pas une condition parmi d'autres, c'est une contrainte de capacité. En gros, sans un certain niveau de facteur G, les autres facteurs ne peuvent même pas opérer correctement. C'est impossible d'aller plus loin. Et ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on a un haut niveau de G, on compense tous les déficits environnementaux. Les études longitudinales, que ce soit celles d'Arthur Jensen, de Charles Murray ou Robert Plomin, montrent une logique différente et surtout hiérarchisée. Ce que je veux dire par là, c'est que les facteurs que présente Thomas Sowell ne peuvent pas fonctionner sans un haut facteur G. Empiriquement, il prédit l'éducation, l'emploi, le revenu, la stabilité familiale avec des corrélations qui vont de 0,4 à 0,6. Déjà, on peut dire qu'avec ça, c'est le facteur le plus déterminant pour la réussite dans tout ce que j'ai cité. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que quand on contrôle le facteur G, l'effet du milieu social, de la famille ou de l'école, chute massivement. Ce que ça veut dire, c'est que quand on compare les individus à G équivalent, on remarque que les écarts liés à la famille, à l'école ou à l'origine sociale deviennent très faibles. Et ça s'explique parce que tous ces facteurs sont des effets indirects de l'intelligence générale. Dans ces études, les autres variables ne sont pas niées, mais elles sont conditionnelles. La famille canalise un potentiel, mais elle ne le crée pas. L'école sélectionne et trie, mais elle n'élève jamais le facteur G. Les institutions amplifient un capital cognitif préexistant, mais elles ne le fabriquent pas. L'héritabilité détermine jusqu'à 90% de la variance du facteur G, tandis que l'environnement ne le crée absolument pas. Son rôle, ça va être seulement d'organiser des différences qu'il n'a pas produites. C'est exactement ce que montrent les études. Bon, vous allez me dire que tout ça, ça n'a pas forcément de rapport avec la tornade. En fait, si. La tornade, c'est un événement binaire. La réussite humaine, c'est plutôt une distribution. En réalité, quand on dit qu'un humain réussit, on le situe toujours par rapport aux autres êtres humains.
La réussite n'existe pas comme un état absolu, mais comme une position relative dans la population. On n'est jamais réussi ou raté, on se situe toujours quelque part sur une distribution. Et ce sont des écarts continus entre individus. Et le problème de cette analogie, c'est qu'il présente la réussite comme quelque chose de binaire, qui néglige complètement les différents niveaux de réussite et les différents niveaux d'échec. Et le rôle du facteur G, c'est que selon son niveau, soit il ouvre des portes, soit il enferme. Il déplace les individus le long de cette courbe, en augmentant progressivement la probabilité d'occuper des positions plus élevées que la moyenne. Si l'analogie était correcte, on devrait observer que l'intelligence générale n'est pas prédictif quand les autres prérequis sont contrôlés. C'est exactement l'inverse qu'on observe. À statut socio-économique égal, on observe que c'est toujours l'intelligence qui est le facteur le plus déterminant dans nos échecs ou nos réussites. Thomas Sowell présente tous ces prérequis de façon horizontale. Il ne dit jamais celui qui pèse le plus, ni lequel conditionne réellement les autres. Oui, il ne néglige pas l'intelligence générale, mais il le traite comme un facteur parmi d'autres, jamais comme un goulot d'étranglement central. Vous vouliez devenir un youtubeur à succès. Alors il vous faudra remplir un certain nombre de prérequis. Alors la liste que je vais vous donner ici est certainement pas exhaustive, mais bon, ça vous donnera au moins une idée. Avoir un sujet qui tient à cœur, avoir du temps à consacrer à votre activité, être capable de persévérance et de passer des heures et des heures enfermés devant son ordinateur à travailler, se lancer au bon moment, parce que forcément les plus audacieux, ceux qui auront commencé le plus tôt dans leur domaine, auront plus de chances que les autres de réussir. Être doté d'un minimum d'intelligence pour être capable de maîtriser certains logiciels, écrire un script, être capable de s'adapter, d'évoluer, etc. Et être capable de supporter la toxicité et la pression. Parce qu'en général, c'est souvent ça qui termine la carrière des youtubeurs. Alors imaginez que vous remplissiez toutes ces conditions pour devenir youtubeur à succès. Vous êtes motivé, vous savez encaisser les coups, vous avez du temps à consacrer à votre chaîne, mais par malheur, il se trouve que vous êtes comme un ballon. Et vous arrivera la même chose qu'à la tornade qui a réuni toutes les conditions sauf une, vous ne deviendrez pas un youtubeur à succès. Dans les prérequis pour devenir youtubeur à succès, il y avait être doté d'un minimum d'intelligence, être capable de supporter la toxicité et la pression. Vous aurez beau être très intelligent, si vous ne pouvez pas affronter la toxicité, vous n'y arriverez pas. Parce qu'avoir un haut QI, c'est très bien, mais ça ne fait pas tout, loin de là. L'argument ici, c'est que même si tu es intelligent et que tu cumules tous les autres prérequis, il suffit qu'il t'en manque un seul, comme ici la résistance au stress, pour échouer. Alors pris comme ça, c'est trivialement vrai, mais encore une fois, c'est scientifiquement vide. Pourquoi ? Je vais me répéter toute la vidéo, mais la réussite humaine, c'est pas un filtre binaire, c'est un processus de sélection probabiliste. Être astronaute ou youtubeur à succès, ce sont des événements extrêmement rares. Il y en a quelques dizaines, voire des centaines, par décennie. Et en vérité, dans le monde, il n'y a que des milliers de youtubeurs qui en vivent réellement. D'ailleurs, j'en fais absolument pas partie, donc si tu aimes mon travail et que tu veux soutenir ce que je fais, pense à t'abonner. Dans ce contexte, aucun facteur, même central, ne peut prédire avec certitude l'accès à ces positions. Mais dire ça, ça ne répond pas au fait que les variables ont un rôle relatif. Oui, l'intelligence générale ne garantit pas de devenir un astronaute ou un youtubeur à succès. Pourtant, ça reste un filtre en amont. L'intelligence générale est une condition indispensable, mais non suffisante. Dans certains secteurs, sans un niveau de QI élevé, on est tout simplement bloqué pour accéder aux trajectoires d'élite. Et une fois qu'on a dépassé ce seuil, c'est là que d'autres facteurs interviennent pour départager les individus. Mais c'est uniquement à partir d'un certain seuil que les autres facteurs évoqués deviennent utiles. Empiriquement, quand on regarde les astronautes, on observe des QI très élevés en moyenne, une surreprésentation massive d'ingénieurs, de physiciens, de médecins, donc des profils à haut facteur G. Certes, le QI n'explique pas qui devient astronaute parmi les très capables, mais il explique qui peut entrer dans le vivier de sélection. Et c'est la même logique pour YouTube. Un haut niveau de facteur G ne garantit pas un succès viral, mais il augmente fortement la probabilité de le produire. Pour rester sur mon exemple des astronautes, pour le devenir, il faut passer une succession de filtres. Donc le premier, ce sont des études scientifiques longues. Ensuite, il y a une réussite académique très élevée. Puis, des concours extrêmement sélectifs. Enfin, une formation technique et mathématique lourde. Et surtout, une capacité à apprendre vite et sous stress. Tous ces filtres sont très fortement chargés en G, ce qui veut dire qu'ils dépendent surtout de l'intelligence d'une personne. Un individu à 90 de QI n'a tout simplement accès à aucune de ces étapes, même avec une motivation parfaite. Ce n'est pas une question morale ou sociale, c'est une contrainte cognitive. Les travaux de Linda Gottfredson montrent que les sociétés modernes sont structurées par des seuils cognitifs. En dessous de 95 à 100 de QI, l'accès aux formations abstraites longues et aux environnements cognitifs complexes devient statistiquement très improbable. Tout ça indépendamment de la motivation. Les distributions professionnelles montrent une quasi-absence d'individus à environ 90 de QI dans les métiers à haut niveau cognitif, que ce soit l'ingénierie, la médecine, la recherche, quelle que soit l'origine sociale. Ce que montrent ces résultats, c'est que rien, en théorie, n'empêche un enfant de parents défaillants de devenir astronaute. Pourtant, si cet enfant a 90 de QI, là ça devient quelque chose de hautement improbable. Et pour rester sur l'exemple des astronautes, il y a beaucoup d'enfants modestes qui gravissent tous les échelons pour accéder au milieu spatial. Leurs parcours de vie sont différents, mais tous partagent un point commun non négociable, c'est un haut facteur G. L'environnement peut freiner, mais il ne fixe pas la limite supérieure. La limite supérieure, c'est la capacité cognitive.
Et Thomas Sowell ne dit jamais ça clairement. Il parle comme si tout était symétrique, comme si l'intelligence valait la famille, la chance et le timing. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Un milieu familial défaillant peut être compensé par une haute intelligence générale. En revanche, un bas QI ne peut pas être compensé par la motivation. Dans sa logique des prérequis, Sowell mélange des contraintes structurelles avec des traits différentiels. En gros, la gestion du stress n'est pas un prérequis d'entrée comparable au QI pour des trajectoires ultra chargées en abstraction, comme le cas de l'astronaute ou du youtubeur à succès. Ce genre de critère n'intervient qu'après l'entrée dans le vivier. Le stress n'est pas un filtre pour des capacités très chargées en intelligence générale. On filtre d'abord sur celle-ci, et ensuite on départage entre les profils déjà très capables. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous parler d'un certain Lewis Terman de l'université de Stanford. Au début du XXe siècle, il a lancé un projet de recherche qui sera suivi pendant plus de 50 ans. Il a suivi 1470 personnes ayant un quotient intellectuel supérieur ou égal à 140. Et laissez-moi vous lire un compte-rendu de son étude. Certains ont connu une carrière brillante, tandis que d'autres ont rencontré des succès plus modestes et qu'environ 20% se sont avérés décevants. Sur 150 hommes les moins performants de cette catégorie, seulement 8 ont obtenu un diplôme universitaire supérieur et des dizaines n'ont pas dépassé le niveau du lycée. A l'inverse, parmi les plus brillants, un nombre similaire a cumulé 98 diplômes universitaires supérieurs. Par ailleurs, 2 hommes qui avaient été testés dans leur enfance mais qui n'avaient pas atteint le seuil de QI de 140 fixé pour l'étude, obtinrent plus tard le prix Nobel de physique, alors qu'aucun des hommes dont le QI était supérieur ou égal à 140 ne reçut de prix Nobel de physique dans quelque domaine que ce soit. Il apparaît donc clairement que tous les membres du groupe de Terman possédaient au moins une des conditions nécessaires à une réussite aussi exceptionnelle, à savoir un QI suffisamment élevé. Mais tout aussi clairement, il devait exister d'autres conditions. Alors, l'étude de Terman ne montre pas que le QI explique peu la réussite, mais plutôt qu'il fonctionne comme un facteur potentiel soumis à des conditions d'actualisation. En fait, les trajectoires décevantes dans son étude montrent que même à haut niveau de QI, l'échec reste probable. Mais ce qu'on remarque également dans cette étude, c'est que l'absence quasi totale de haut accomplissement chez ceux qui n'exploitent pas leurs capacités confirme que le QI est une condition nécessaire des performances extrêmes. Parmi les hauts QI, certains n'atteignent pas des sommets exceptionnels parce qu'ils n'exploitent pas pleinement leurs capacités, mais l'inverse n'existe tout simplement pas. On ne trouve pratiquement aucun accomplissement scientifique ou technique extrême chez des individus dépourvus d'un niveau cognitif élevé. Cette étude montre que le QI est une condition nécessaire, mais insuffisante. L'intelligence générale augmente les probabilités de réussite, sans pour autant être déterminante. Sans un haut facteur G, les performances extrêmes sont hors d'atteinte. Avec lui, elles deviennent possibles mais elles ne sont toujours pas garanties. Le facteur G, c'est comme une clé qui ouvre des portes. Lorsqu'il est élevé, toutes les portes s'ouvrent mais il dépend à chacun de saisir les opportunités. Là encore, ce constat montre que G déplace une distribution de probabilités sans garantir un résultat donné. L'existence de trajectoires modestes à haut QI n'invalide pas la centralité du facteur G, il reste un filtre en amont. Et c'est ce que formalise Arthur Jensen. Il explique qu'il existe des seuils de facteur G pour l'accès à certaines professions cognitivement exigeantes, mais pas des seuils de plafond. Concrètement, on peut tout à fait trouver des menuisiers à 130 de QI, qui d'ailleurs à travail égal performent mieux que les autres, alors qu'on ne trouve pas de mathématiciens en dessous d'un certain seuil. C'est ce genre d'asymétrie qu'on retrouve exactement chez un facteur de potentiel. Sur ce point précis, Terman n'analyse pas la performance intra-emploi. Son dispositif est centré sur des indicateurs macro de réussite, les diplômes, le prestige occupationnel, la reconnaissance, mais pas sur la productivité différentielle à poste égal. Il ne teste pas l'hypothèse selon laquelle, au sein d'un même métier, un facteur G plus élevé se traduit par de meilleures performances moyennes. Ça aurait été tout à fait intéressant de l'étudier parce que des analyses postérieures montrent que c'est effectivement le cas, mais l'absence de cette analyse n'est pas vraiment une réfutation, c'est surtout une limite de périmètre. Il n'est pas allé aussi loin qu'il aurait pu le faire. Mais même sans aller jusque-là, on constate que les trajectoires décevantes à haut QI sont majoritairement des non-activations du potentiel. La dissymétrie, ou la nécessité sans suffisance, est incompatible avec une lecture du type « le QI explique peu ». Dire que des hauts QI n'ont pas réussi n'est pas pertinent pour montrer que l'intelligence générale n'est pas un critère déterminant, surtout quand on est incapable de présenter des exemples de personnes à faible QI ayant performé dans des milieux ultra complexes. On peut aussi dire que l'étude de Terman est assez restreinte. Il y a eu d'autres études longitudinales comme celle de la NLSY 79 que Murray utilise dans The Bell Curve, qui permet de tester directement l'effet différentiel des scores cognitifs au sein de populations beaucoup plus larges. Même à niveau d'éducation comparable et en contrôlant le statut parental, les scores de QI restent le meilleur prédicteur du revenu à poste équivalent et de la probabilité d'occuper des fonctions plus complexes dans une même trajectoire de vie. Terman a observé des trajectoires hétérogènes à haut QI, mais il n'a pas mesuré la productivité à tâche égale ou encore la vitesse d'apprentissage dans un même cadre professionnel.
Son approche est restée macro, il n'est pas allé vers plus de détails, alors que ça aurait pu être intéressant. Et là, vous vous demandez peut-être, mais du coup, ces autres conditions, ces autres prérequis, c'était quoi? Parce qu'apparemment, un QI élevé, c'est un des prérequis nécessaires, mais c'est pas suffisant. Eh bien, sans surprise, l'un des principaux éléments est social. Ce qui avait le mieux réussi venait de familles où les livres étaient nombreux et ils étaient issus de la classe moyenne ou supérieure. La moitié avait des pères diplômés de l'université, à une époque où c'était extrêmement rare. Et parmi ceux qui avaient le moins bien réussi dans la vie, un tiers avait un parent qui avait quitté l'école précocement. Pourtant, ça non plus, seul, ce n'est pas suffisant pour expliquer la réussite ou le succès. En fait, il y a un autre truc extrêmement intéressant que Thomas Sowell a relevé. En 1966, une étude a été menée sur les finalistes du National Merit Scholarship, qui était une bourse pour aider les étudiants doués à payer les frais d'inscription dans les universités américaines. Et cette étude-là, elle a démontré quelque chose de très intéressant. Dans les familles qui comptaient 3, 4 ou 5 enfants, c'est l'aîné qui était le plus souvent le finaliste du concours. De même, les données concernant les étudiants en médecine de l'Université du Michigan de 1968 ont montré que la proportion d'aînés était le double de celle des hommes nés plus tard. Et en toute logique, les enfants uniques, eux, réussissaient en moyenne encore mieux. Là, on a une observation qui est vraie. Effectivement, les trajectoires les plus élevées proviennent plus souvent de familles peu nombreuses et avec des parents diplômés. Apparemment, Sowell ne dit pas que la famille crée l'intelligence, il constate seulement qu'à niveau cognitif élevé, certaines conditions rendent l'expression du potentiel plus probable. Il dit qu'une famille réduite offre davantage d'attention individuelle et que des parents instruits transmettent une familiarité avec le monde scolaire. Sauf que tout ça, ça ne fabrique pas le facteur G. Toutes ces conditions facilitent son déploiement, mais le moteur reste la capacité cognitive. La famille agit comme un accélérateur ou un frein, mais ce n'est jamais la source du carburant, qui est l'intelligence générale. Ces observations décrivent simplement des voies par lesquelles des individus à haut facteur G arrivent plus facilement à des accomplissements visibles. Il y a aussi un point intéressant sur les parents qui sont sortis tôt de l'école. Le problème, c'est que c'est un anachronisme complet. Quand Terman observe qu'une partie des trajectoires les plus médiocres provenaient d'enfants dont les parents sont sortis tôt de l'école, il faut replacer ça dans son contexte historique. Dans l'Amérique des années 20, quitter l'école signifiait être pauvre et ne pas être exposé au monde académique. C'était un signal social plus que cognitif. Dans The Bell Curve, Murray montre que le profil des étudiants d'élite a radicalement changé avec le temps. À Harvard par exemple, le score moyen au SAT, qui est le test d'entrée à l'université aux États-Unis, a énormément augmenté au fil des décennies. Au milieu du XXe siècle, il était possible d'intégrer l'université avec un score très ordinaire, et dans les années 80-90, l'admission concentre quasi exclusivement le haut de la distribution nationale, souvent au-dessus du 95e percentile. Le SAT est une sorte de proxy de test de QI parce qu'il est très fortement corrélé au facteur G. Si on convertit ce niveau en équivalence de QI, avec une moyenne 100, on obtient un QI moyen autour de 125 jusqu'à 130 de QI pour les étudiants d'Harvard. Terman mesure un effet de contexte qui est propre à son époque. Ce n'est pas une règle universelle qui est valable en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, la situation est différente. La scolarisation s'est généralisée et l'absence de diplôme du supérieur ne signifie plus une absence de normes de base. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la société est devenue de plus en plus exigeante sur le plan cognitif. Les tâches sont plus abstraites et la sélection repose davantage sur la capacité générale. Dans ce cadre, les indicateurs environnementaux grossiers comme la taille de la fratrie ou le diplôme parental perdent de leur pouvoir explicatif, tandis que l'intelligence générale devient centrale comme prédicteur, même lorsqu'on compare des individus à niveau social équivalent. Aujourd'hui, la taille de la fratrie a un effet faible sur l'accès aux études sélectives, parce qu'une partie de ce qu'on attribue à la fratrie passe en réalité par des différences de capacité cognitive et par la façon dont les familles se structurent. Certains travaux en Scandinavie montrent que l'ordre des naissances est associé à de petites différences d'intelligence, ce qui suffit ensuite à produire des écarts scolaires. Sowell d'ailleurs ne le néglige pas. Dans la même logique, une cohorte suédoise observe que la taille de la fratrie est un peu liée au score d'intelligence, alors que l'effet sur la performance scolaire est nettement moins clair, ce qui va dans le sens d'un mécanisme où la fratrie ne fabrique pas la réussite universitaire. Dans son ensemble, la génétique comportementale décrit que ce qui ressemble plus à un effet famille sur les trajectoires adultes devient faible dès qu'on regarde les différences individuelles de manière rigoureuse. Car l'environnement partagé explique très peu comparé aux différences entre individus, ce qui renforce encore l'idée que le facteur G reste le filtre central et que la fratrie joue surtout un rôle de contexte. La bonne lecture, ce n'est pas de dire que l'environnement explique la réussite, mais plutôt de reconnaître qu'il conditionne l'accomplissement d'un potentiel. Et c'est exactement ce que Jensen formalise avec l'idée de seuil plancher sans plafond. Un niveau minimal de facteur G est requis pour accéder à des trajectoires hautement abstraites. Au-delà de ce seuil, l'environnement peut moduler l'expression du potentiel, mais il ne remplace jamais la contrainte initiale, qui est l'intelligence abstraite. Surtout, lorsque l'environnement devient plus homogène et ouvert comme aujourd'hui en Occident, la part de la variance attribuable aux différences environnementales s'efface mécaniquement. Ce qui reste pour expliquer les écarts individuels, c'est l'intelligence générale. Dans un contexte uniformisé, le facteur G devient encore plus visible comme facteur structurant.
Ce qui vient vraiment dynamiter les observations de Thomas Sowell lorsqu'il interprète les travaux de Lewis Terman, ce sont les hypothèses de Durkheim. Si on veut comprendre les États-Unis des années 20, il faut partir d'un fait simple, l'environnement moyen n'était ni stable ni homogène. Une part importante des Américains vivaient dans des conditions qu'on qualifierait aujourd'hui de défavorisées. L'accès à l'école était inégal, la durée de scolarité courte pour beaucoup, et les écarts entre milieux sociaux massifs. Dans ce type de contexte, les conditions de vie peuvent limiter concrètement l'expression des capacités cognitives. C'est ce que découvrira plus tard Eric Turkheimer. Quand les environnements sont très contraints et inégaux, l'héritabilité observée diminue. En effet, il a remarqué que certes, les gènes continuent d'agir, mais la variance environnementale devient dominante dans ces mesures. Si certains enfants ont accès à une scolarité structurée, d'autres non, et la différence mesurée reflète d'abord cette disparité. L'Amérique du début du XXe siècle cumule justement une hétérogénéité extrême. Les systèmes scolaires variaient fortement selon les États, les zones rurales et urbaines offraient des opportunités très différentes, et l'immigration ajoutait des écarts linguistiques et culturels importants qui se sont progressivement effacés au fil des générations. Dans ce paysage, la dispersion des contextes brouille la lecture des différences individuelles de capacité parce que l'environnement devient trop déterminant. Et ça éclaire directement les résultats de Terman. Quand il observe que certains individus à très haut QI n'atteignent pas leurs accomplissements attendus et que l'environnement familial joue un rôle important, il capte un effet réel qui n'existe plus aujourd'hui. Dans une société où les conditions de départ sont très inégales, l'environnement bloque l'accomplissement d'un potentiel élevé. Mais lorsque les sociétés se standardisent, la dynamique change. À mesure que la nutrition, la santé publique et la scolarité deviennent plus homogènes, la variance environnementale s'efface. Ce qui devient essentiel pour expliquer les écarts entre individus, c'est l'intelligence générale. Et ce n'est pas un basculement idéologique, personne n'a décidé ça, c'est seulement un déplacement structurel de la variance lorsque l'environnement cesse d'être limitant. C'est pourquoi, dans les sociétés développées et modernes, l'héritabilité du QI est nettement plus élevée qu'elle ne l'était dans l'Amérique du début du XXe siècle, surtout à l'âge adulte. La différence fondamentale entre l'étude de Terman et les données modernes tient au contexte et aux critères mesurés. Terman suivait des cohortes au début des années 20 dans une société peu standardisée et évaluait des indicateurs globaux comme le niveau de diplôme ou le prestige professionnel. Aujourd'hui, la sélection est plus fine, la compétition est plus dense et les accomplissements sont plus quantifiables. Les études qu'on a sont beaucoup plus précises aussi. Par exemple, la SMPY, qui suit depuis les années 70 des adolescents situés dans des percentiles extrêmes de la distribution cognitive, a montré que parmi eux, mais surtout parmi ceux qui ont les plus hauts QI, les trajectoires restent hétérogènes, comme l'a montré Terman. Tous ne deviennent pas des figures exceptionnelles, mais les accomplissements scientifiques et techniques les plus élevés se concentrent chez ceux qui cumulent la capacité cognitive la plus élevée et aussi l'engagement le plus soutenu. On retrouve le schéma de nécessité sans suffisance décrit par Jensen, le facteur G est la condition d'accès, l'investissement détermine l'ampleur de l'expression. Pour illustrer ça, on pourrait dire que le niveau d'intelligence générale, ce serait un peu comme un très bon CV pour postuler à un poste très prestigieux. Oui, ça permet d'accéder à l'entretien d'embauche, maintenant c'est pas ça qui va faire la différence. Il faut encore réussir cet entretien. Une étude portant sur plus de 20 000 jeunes en France à la fin du XXe siècle a montré que 18% des garçons uniques avaient accompli 4 années d'études universitaires contre 16% des garçons aînés et seulement 7% de ceux qui étaient nés 5e ou plus tard. Pour vous donner un ordre d'idée, parmi les 29 astronautes du programme Apollo, 22 étaient des enfants aînés ou des enfants uniques. Les enfants aînés sont d'ailleurs aussi surreprésentés parmi les grands compositeurs de musique classique. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça pendant encore un bout de temps. Alors, quel est l'avantage des enfants aînés sur le reste de leur fratrie? Eh bien, déjà, ils ont souvent un QI légèrement plus élevé que celui de leurs cadets, et surtout, ils ont bénéficié du fait d'avoir reçu l'attention exclusive de leurs parents durant les premières années de leur développement. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'idéologues qui ont besoin de voir des discriminations partout ont tendance à oublier. Les inégalités sont partout. En fait, elles sont tellement partout qu'on les trouve même au sein d'une même famille. Parce que les enfants qui sont nés de mêmes parents, qui ont grandi sous le même toit, partagent la même race, le même patrimoine génétique et culturel, le même niveau économique, les mêmes valeurs culturelles, le même niveau d'éducation, le même niveau intellectuel des parents et même le même entourage géographique. Et donc, ça remet quand même pas mal en question à la fois les théories qui se basent uniquement sur la génétique et celles qui se basent uniquement sur les discriminations. Alors là, on s'attaque au point le plus délicat de sa vidéo, puisque quasiment l'intégralité de l'extrait que je viens de passer est complètement faux. Évidemment, je parle pas des données chiffrées qu'il présente sur les astronautes et les grands compositeurs, mais plutôt sur l'interprétation des statistiques et sur quelques autres affirmations qu'il a fait sur la famille et les comparaisons génétiques entre parents et enfants. Et ça m'étonne beaucoup d'entendre ça, puisque Modin Malin a fait une vidéo sur Blueprint de Robert Plomin, et s'il a réellement lu le livre, comme il le prétend, il devrait se rendre compte que ce qu'il affirme ici est aberrant. Les enfants qui sont nés de même parents et qui vivent sous le même toit ne partagent que la moitié des gènes de leurs parents. Chaque conception produit une combinaison unique d'allèles. S'ils partageaient la même génétique, alors ce seraient des jumeaux. Et la génétique comportementale montre très clairement que les différences entre frères et sœurs ne sont pas marginales.
Deux frères et sœurs partagent 50% de leurs gènes et ils ont une corrélation au niveau du QI qui oscille entre 0,4 et 0,5. À l'âge adulte, on obtient typiquement entre 12 et 15 points de QI de différence entre deux frères et sœurs pris au hasard dans une même famille. Ensuite, vivre sous le même toit n'implique pas du tout d'avoir le même environnement. Deux frères et sœurs peuvent avoir des passions complètement différentes. Oui, ils sont élevés par les mêmes parents, souvent ils vont à l'école ensemble, mais leurs loisirs sont distingués. On parle ici d'une distinction entre l'environnement partagé, qui est partagé entre frères et sœurs, qui est subi, et l'environnement non partagé, qui lui est choisi par le frère et la sœur d'une même fratrie. L'environnement partagé n'explique quasiment aucun écart à l'âge adulte, alors que les différences génétiques continuent de structurer les trajectoires de vie, même entre frères et sœurs. Donc dire même parents, même maison, même génétique, ça signifie pas même potentiel, et en plus c'est faux. C'est une intuition sociale, c'est compréhensible, mais ça correspond pas aux données qu'on a, en tout cas aux données de la génétique comportementale. Ensuite on a l'argument de l'effet aîné, ou enfant unique, qui est observé dans la littérature scientifique, et effectivement ça correspond généralement à quelque chose qu'on estime autour de 2 à 3 points de QI. Mais avec une nuance importante, ce n'est pas durable dans le temps. Quand les analyses prennent en compte le niveau cognitif parental, l'effet s'efface fortement. Parfois, il disparaît presque complètement. Ça signifie qu'une partie importante de ce qui est observé initialement reflète simplement de la distribution cognitive des parents et de la structure familiale. Ce n'est pas un mécanisme magique d'attention parentale qui crée de l'intelligence. Et surtout, cet écart n'est pas stable. Il tend à se réduire à l'adolescence puis à l'âge adulte. Une causalité environnementale forte produirait des effets plus larges, plus durables et plus robustes dans le temps. Autrement dit, l'hypothèse d'une fabrication cognitive par simple attention parentale ne tient pas empiriquement. L'effet mesuré est trop petit et trop instable pour soutenir une thèse environnementaliste forte. Ce qu'on observe est compatible avec un léger effet contextuel dans un cadre donné, mais pas avec une amélioration de la structure du facteur G. Et il y a aussi autre chose que la vidéo n'évoque pas, c'est le mécanisme de sélection par la fertilité. Il est largement documenté que dans des sociétés développées modernes, le niveau d'intelligence générale est négativement corrélé à la fertilité. En gros, les individus situés plus haut dans la distribution cognitive ont en moyenne moins d'enfants que ceux qui sont situés plus bas dans la distribution. C'est un point qui est documenté par Charles Murray quand il fait une revue des données de la NLSY dans The Bell Curve, mais on retrouve aussi ce genre d'observation chez Richard Lynn ou Heiner Rinderman. Donc l'effet enfant unique reflète en réalité une dynamique beaucoup plus large. Les familles nombreuses sont statistiquement moins fréquentes au niveau de QI les plus élevés. Ce qui structure les écarts de réussite, c'est la distribution du facteur G dans la population et sa corrélation négative avec la fertilité. Cet effet reflète donc une sélection démographique et ce n'est pas une fabrication environnementale. L'effet résiduel est faible, dépend du contexte et s'atténue avec le temps. Il ne transforme pas la structure du facteur G et ne renverse pas la hiérarchie des facteurs. Au sein d'un environnement homogène, ce qui reste pour expliquer les différences durables entre individus, c'est avant tout l'intelligence générale. Pendant des siècles, l'Écosse a été l'une des nations les plus pauvres et les plus arriérées de la civilisation européenne. Selon l'historien Henry Thomas Pacal, au XIVe siècle, aucun baron écossais ne savait écrire son nom. Pourtant, au XVIIIe et XIXe siècle, il va y avoir un nombre disproportionné de personnalités intellectuelles de premier plan en Grande-Bretagne, originaires d'Écosse. James Watt en ingénierie, Adam Smith en économie, David Hume en philosophie, Joseph Blake en chimie, Sir Walter Scott en littérature et John Stuart Mill en économie et en philosophie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le XIVe et le XVIIe siècle? Parmi les changements survenus en Écosse figurait le combat mené par les églises protestantes pour promouvoir l'idée que tout le monde devait apprendre à lire afin de pouvoir lire la Bible par soi-même, plutôt que de laisser les prêtres leur dire le contenu et le sens. Un autre changement fut celui plus laïque mais toujours aussi fervent en faveur de l'apprentissage de la langue anglaise, qui remplaça le gaélique natal chez les habitants des basses terres écossaises, ouvrant ainsi aux Écossais un champ beaucoup plus vaste de connaissances écrites. En fait, les Écossais ont même fini par dépasser les Anglais dans certains domaines. Cette fois-ci, Sowell ne parle plus de prérequis individuels mais de prérequis collectifs. Il passe du niveau des trajectoires personnelles au niveau des nations. Selon lui, lorsqu'un pays réunit les bonnes institutions, la bonne culture et les bonnes incitations, il peut connaître un décollage rapide comme l'Écosse après la Réforme. Rien qu'en disant ça, il confond déclencheur institutionnel et cause fondamentale de la réussite. Les travaux d'Heiner Rinderman et Richard Lynn montrent que l'Écosse ne partait pas d'un niveau cognitif faible avant la Réforme. Elle présentait déjà un capital cognitif élevé, comparable aux régions du nord de l'Angleterre. La réforme n'a pas pu créer ce potentiel, elle a simplement levé un verrou et amplifié une capacité qui était déjà présente. Les institutions ont servi d'accélérateur, pas de générateur. La thèse institution égale décollage n'est pas du tout généralisable. Si elle était suffisante, on observerait des convergences rapides partout où des pays adoptent des constitutions modernes, des systèmes scolaires et des marchés formels. Or, les corrélations internationales entre QI et indicateurs de développement tournent autour de 0,6 à 0,7, ce qui est massif à l'échelle macro. On peut donc dire que l'effet des institutions n'est produit que selon le capital cognitif déjà préexistant. Elles fonctionnent différemment
différemment selon le niveau collectif de facteur G. Sowell raconte l'histoire comme si les bonnes institutions produisaient ensuite la performance économique et scientifique. En réalité, ce sont plutôt les sociétés disposant d'un capital cognitif élevé qui conçoivent puis stabilisent les institutions complexes et abstraites. Créer des institutions, ce n'est pas un bouton magique qui peut s'actionner selon différents contextes. Leur fonctionnement est dépendant du produit cognitif collectif. Et sans ce socle, elles peuvent être copiées, oui, mais elles restent fragiles et menacent de s'effondrer à la moindre crise. Avec le cas de l'Écosse, on a une confusion entre une compétence visible et la capacité cognitive réelle. Le fait que les élites médiévales aient été peu lettrées ne dit rien du niveau d'intelligence générale de la population. Ça nous dit seulement que l'alphabétisation n'était pas rentable dans la société écossaise pré-réforme. En l'adoptant de façon massive, on a rendu certaines compétences exploitables en développant des fonctions rentables sur le plan individuel puis collectif. Mais elle n'a pas créé la capacité d'abstraction des élites. Dire que l'Écosse est devenue brillante parce qu'elle a appris à lire, c'est comme dire qu'un microscope crée les cellules qu'il permet d'observer. Ici, l'outil révèle les compétences observées, mais il ne les fabrique pas. Dans des environnements où les hivers sont longs et létaux comme l'Écosse, une mauvaise récolte peut avoir des conséquences graves et provoquer la famine. La planification devient alors vitale. Le fait d'anticiper, de stocker, de s'organiser et surtout de coopérer à grande échelle, tout ça, ça favorise l'abstraction et la coordination. Couplé à une densité humaine suffisante pour maintenir des échanges commerciaux et des institutions durables, ce type de contrainte écologique contribue à sélectionner un capital cognitif élevé. L'environnement difficile de l'Écosse a façonné son patrimoine cognitif avant que la réforme ne permette de le déployer de façon industrielle. Si l'Écosse avait été cognitivement faible avant la réforme, on n'observerait pas quelques générations plus tard une concentration aussi forte de figures majeures dans des élites intellectuelles. Un choc institutionnel peut accélérer l'expression d'un potentiel, mais il ne peut pas créer en 2 générations un capital cognitif d'élite à partir de rien. La rapidité du décollage écossais montre que l'effet ne peut pas être seulement environnemental, mais qu'il existait déjà un socle cognitif. Et d'ailleurs, l'écriture n'est pas un marqueur cognitif en soi. Pourquoi ? C'est simplement parce qu'à l'époque, elle n'était ni universelle ni nécessaire pour exercer le pouvoir. Dans beaucoup de sociétés féodales, l'autorité repose sur la force militaire, la filiation et des structures religieuses où l'oral domine. Ne pas savoir écrire son nom ne signifie pas faible capacité abstraite. Cela signifie seulement que cette capacité n'est pas encore diffusée au sein des élites. Confondre absence d'écriture et absence d'intelligence revient à projeter nos critères modernes sur un monde qui ne fonctionnait pas selon les mêmes codes. Et maintenant, parlons un peu du Japon. C'était un pays pauvre, peu instruit et technologiquement très en retard, et ce jusqu'au milieu du 19e siècle. Après l'arrivée de Matthew Perry en 1853, le Japon va découvrir les prouesses technologiques de l'Occident. Et en seulement quelques générations d'efforts extraordinaires, le Japon a non seulement rattrapé son retard sur le monde occidental, mais dans la seconde moitié du 20e siècle, il a même réussi à dépasser l'Occident dans de nombreux domaines, et aujourd'hui, le destin du Japon s'annonce bien plus radieux que celui de l'Europe. Alors à l'inverse de ça, on pourrait aussi parler de la Chine, qui a été pendant des siècles la nation la plus avancée technologiquement au monde. Cependant, au 15e siècle, les Chinois ont commis une erreur monumentale. Convaincu à la suite des voyages d'exploration de sa flotte qu'il n'y avait rien à apprendre des autres peuples, ni des autres contrées, le gouvernement chinois décida en 1433 non seulement d'interrompre ces expéditions, mais encore d'en interdire toutes nouvelles, ainsi que la construction de navires capables de les entreprendre et de réduire drastiquement l'influence du monde extérieur sur la société chinoise. En fait, cet isolement qui a conduit la Chine à la pauvreté, il a été imposé par ses propres dirigeants, à tel point que la Chine a fini par décliner jusqu'à devenir un pays du tiers-monde. Le Japon dit en retard, ça pose un problème logique. Un pays réellement faible ne reste pas indépendant pendant plus de 2 siècles dans un environnement géopolitique tendu. Le Japon Tokugawa, du 17e au 19e siècle, maintient une centralisation stable, une administration cohérente et un ordre social durable. 3 critères qui sont le signe d'une société civilisée, structurée sur des bases abstraites. Le pays de l'époque n'est ni fragmenté, ni dominé par ses voisins continentaux. Et disons-le clairement, mais si le Japon avait été réellement en retard par rapport à la Chine et la Corée, il se serait fait bouffer bien avant l'arrivée de Perry. Pourtant, le Japon a réussi à préserver son indépendance, même face à l'armada mongole. La Chine, quant à elle, a longtemps été technologiquement en avance sur le Japon, mais cette avance ne s'est pas transformée en révolution scientifique. La question n'est donc pas de savoir qui était en retard. En Chine, les institutions se sont rigidifiées et la sélection administrative a privilégié la reproduction littéraire plutôt que l'innovation technique, qui elle est le fruit d'une économie de marché. Dans le pays, le potentiel a été stabilisé sans être transformé en avantage cumulatif. Ce que montre le cas japonais, c'est qu'un pays peut être fermé ou traditionnel tout en disposant d'une haute intelligence générale. Lorsque la contrainte extérieure change, ce socle peut être mobilisé rapidement. Et dans l'économie de marché, de nouvelles opportunités naissent et deviennent rentables. Les Japonais ayant déjà un très haut niveau de QI, ils arrivent facilement à s'y engouffrer et à surperformer. Il n'existe pas de miracle environnemental. À chaque fois qu'un pays surperforme soudainement, c'est seulement parce qu'il déclenche ses capacités grâce à un contexte nouveau. Ensuite, on parle du retard technologique japonais. Alors là encore, il faut pas distinguer retard technologique et faiblesse cognitive. Le Japon de l'époque n'est pas une société arriérée, c'est une société volontairement fermée, ça n'a rien à voir. Il dispose d'un état bureaucratique structuré, d'un ordre social stable et d'un niveau d'alphabétisation élevé pour l'époque dans les couches administratives et marchandes.
De même, il existait une culture écrite dense, une tradition mathématique qui lui était propre et un artisanat d'une grande sophistication. Ce profil ne correspond absolument pas à celui d'une société qui est faible cognitivement et qui, du coup, est désorganisée. La question n'est donc pas de savoir s'il manquait d'intelligence, mais pourquoi il n'a pas engagé plus tôt une trajectoire scientifique moderne. Pour le Japon, la fermeture politique limite la diffusion externe et la compétition internationale. Et tant que la contrainte extérieure reste faible, l'équilibre interne se maintient. Cela produit une stabilité sur le long terme, mais jamais une forme d'explosion. Aussi, la vitesse du rattrapage Meiji est révélatrice. Elle suggère que l'environnement ne peut pas être la cause. En effet, en 2 ou 3 générations maximum, le Japon assimile la science occidentale, l'ingénierie lourde, l'organisation industrielle et la guerre moderne. Si le Japon était une société déficitaire sur le plan cognitif, elle ne pourrait pas transformer rapidement son système technique et administratif, même avec des transferts institutionnels massifs. La modernisation japonaise ressemble à l'activation d'un potentiel déjà existant, pas à la fabrication d'une capacité nouvelle. Plein d'autres pays ont connu une ouverture à l'Occident sans jamais se développer comme le Japon, ce qui, là encore, est une démonstration que oui, le Japon est supérieur cognitivement, ce qui lui permet d'atteindre des sommets. D'après Sowell, l'arrêt des expéditions chez les Ming expliquerait à lui seul le déclin chinois, ce qui est largement surinterprété. Oui, les flottes se sont interrompues au XVe siècle, mais la Chine ne s'effondre pas après 1433, date qui marque l'arrêt total des expéditions. Elle reste pendant des siècles une civilisation ultra compétitive et compétente. Il n'y a pas de collapse cognitif soudain. Et puis, ces expéditions n'avaient pas une réelle portée comme elles l'ont en Occident. Elles étaient surtout des démonstrations politiques et symboliques de puissance impériale. Elles ne constituaient pas le cœur d'un système d'innovation cumulative comparable à celui qui émergera un peu plus tard en Europe. Et donc, les comparer, ça n'équivaut pas à éteindre un moteur scientifique, et on peut pas les comparer aux explorations européennes qui sont industrielles et coloniales. Le système chinois sélectionne une élite sur la maîtrise des classiques et la conformité aux normes impériales. Il canalise la capacité abstraite vers l'administration et la stabilité, pas vers la concurrence ou l'expérimentation comme en Europe, ce qui ne pousse pas les Chinois à explorer d'autres horizons comme l'ont fait les Européens. En Chine, le capital cognitif existe, mais il est orienté différemment, plutôt vers la reproduction d'un ordre. L'arrêt des expéditions, ça relève surtout une préférence pour la continuité institutionnelle, plutôt que pour l'exploration ouverte. L'explosion scientifique apparaît là où s'aligne durablement un capital cognitif élevé et une compétition forte. Sans cette combinaison, l'ouverture ne suffit pas à produire cette dynamique. Il faut aussi qu'il y ait une économie de marché pour créer l'appât du gain et la rentabilité cognitive. Alors je voudrais vous parler d'un sujet complètement dépassionné, la géographie. Pendant très longtemps, les populations vivant sur les côtes ont pu communiquer et interagir avec des peuples plus éloignés, ce qui était impossible pour les villages isolés dans la montagne, dans la jungle ou les déserts inaccessibles. Et donc, naturellement, ces zones ont toujours été en dessous en termes de développement économique et social. Et ça, c'est un phénomène universel. Partout dans le monde, les populations côtières ont eu tendance à être plus prospères et plus avancées que les populations de l'intérieur des terres. Les régions situées à la fois près de la mer et dans les zones tempérées représentent 8% des terres habitées de la planète, 23% de la population mondiale et 53% du produit intérieur brut mondial. Donc, dans un cas comme celui-ci, les différences géographiques ont longtemps pu empêcher l'égalité des chances. Pourtant, il vous aura pas échappé que montagnard, ce n'est pas une race ou une classe sociale. Pourtant, les populations des montagnes partagent de nombreuses caractéristiques qui ont rendu leurs chances de réussite bien inférieures à celles des populations installées sur les côtes. Les arguments géographiques qui sont présentés sont descriptifs, mais ils ne sont pas causaux. Dire que les côtes se développent davantage que les zones montagneuses ne permet pas de conclure quoi que ce soit. Ça permet seulement de constater l'écart, mais pas d'expliquer le mécanisme qu'il produit. Il y a quand même un point qui est vrai dans l'analyse de Thomas Sowell, c'est que la géographie n'agit pas sur l'intelligence ou la richesse. En tout cas, elle n'agit pas directement là-dessus. Mais il y a un point qu'il néglige, c'est qu'elle agit sur les flux humains. Les littoraux attirent du monde, ce qui crée de la densité humaine, et mécaniquement plus d'échanges et d'urbanisation. Historiquement, ils attirent les individus les plus ambitieux, les plus mobiles et les plus capables. Cette concentration progressive crée une accumulation de capital humain et d'innovation. En d'autres termes, ce n'est pas la mer qui crée la capacité ou la montagne qui les efface, mais ces lieux géographiques provoquent des dynamiques de sélection cognitive à long terme. A l'inverse des littoraux, les zones isolées subissent une émigration sélective. Les individus les plus performants quittent ces régions pour rejoindre les centres plus dynamiques. Sur le long terme, ça appauvrit le stock cognitif local, et donc les écarts observés ne réfutent pas le rôle du facteur G dans la performance de certaines zones. Ils illustrent au contraire comment des différences initiales peuvent se renforcer à travers des mécanismes de concentration et de sélection. La géographie canalise les trajectoires humaines en ayant un effet attirant ou repoussant. Et ce sont bien ces trajectoires qui produisent des écarts durables, pas le relief en lui-même. Pour reprendre le cas précis des montagnards, alors oui, ils ne forment ni une race, ni une classe sociale. En revanche, ils constituent bien une sous-population génétique. Une sous-population, ça se définit par un isolement relatif, une migration réduite et des trajectoires démographiques propres.
Généralement, on fait apparaître des clusters génétiques avec des méthodes comme la PCA. L'accessibilité limitée et la faible urbanisation favorisent une structure génétique locale marquée, comme l'ont montré les travaux de Luigi Scavalli-Sforza sur la structuration génétique en Europe. Bref, sur le plan cognitif et social, l'élément clé n'est pas le relief en lui-même, mais la dynamique migratoire. Les régions isolées perdent les individus les plus mobiles et les plus performants qui migrent vers les centres urbains. Les littéraux et les grandes villes accumulent ainsi progressivement du capital humain. C'est un mécanisme qui est cumulatif. Il ne repose pas sur une magie géographique, mais c'est une sélection migratoire continue qui, sur des siècles et des siècles, permet de créer de réels écarts cognitifs. Certes, à l'échelle mondiale, les zones côtières représentent une faible part des terres habitées, mais elles concentrent une part très importante de la population et de la richesse produite. Cet ordre de grandeur est impossible à comprendre sans intégrer la concentration du capital cognitif et la compétition qu'autorisent ces espaces. Les comparaisons infranationales rapportées par Richard Lynn et Heiner Rinderman, encore eux, montrent des gradients réguliers. À l'intérieur d'un même pays, les zones urbaines et connectées, comme les littoraux, affichent des scores cognitifs plus élevés que les zones rurales marquées par l'isolement. L'écart observé est souvent de l'ordre de 5 à 10 points de QI. Cela s'explique par des flux sélectifs et par des différences de densité de population, pas par le fait que la montagne rendrait bête. Les populations montagnardes représentent 10 à 12% de la population mondiale. Pourtant, alors que l'Italie a donné naissance à des figures marquantes de l'histoire de l'humanité comme Galilée, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Marconi ou Fermi, les communautés montagnardes du monde n'ont produit aucun individu de cette envergure, malgré une population bien plus nombreuse que celle de l'Italie. Et ça, c'est un bon exemple d'inégalités qui peuvent s'expliquer sans que personne ne crie à la discrimination. La comparaison avec l'Italie est mal posée dès le départ. L'Italie historique n'est pas une simple population, c'est un ensemble de centres urbains connectés depuis des siècles, qui sont structurés par des villes-États, des universités anciennes et une compétition intense entre les cités. Ce type d'écosystème attire et retient les individus les plus intelligents. Il crée une densité de capital humain qui rend les accomplissements visibles et historiquement documentés. Comme les différentes cités-États se font concurrence, elles doivent innover sans cesse pour être compétitives et produire davantage de ressources en tout genre. A l'inverse, les régions montagnardes sont souvent fragmentées, faiblement urbanisées et exposées, comme on l'a vu, à une immigration sélective continue, ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Dès qu'une opportunité apparaît dans une plaine ou une ville, les individus les plus performants partent s'y installer. Sur plusieurs générations, ça modifie la composition locale en abaissant mécaniquement le niveau cognitif général. Les montagnes ne manquent pas de génie par essence, elles manquent d'écosystèmes capables de transformer un haut potentiel individuel en accomplissement visible et aussi de ressources pour capter les gros cerveaux, qu'elles n'arrivent d'ailleurs même pas à retenir. Sans densité de population, sans marché élargi, sans compétition intellectuelle soutenue, le potentiel reste local et discret, il est inactivé. L'argument censé opposer l'Italie aux populations montagnardes ne réfute donc rien. Il décrit exactement ce que prédit un modèle fondé sur le facteur G et la sélection migratoire. Ce n'est pas une preuve contre le rôle de l'intelligence générale, mais seulement une illustration de sa dynamique cumulative. Sowell utilise surtout ces exemples pour réfuter l'idée d'une explication unique fondée sur les discriminations. Selon ses observations, on observe des écarts massifs entre groupes et régions, même lorsqu'aucune discrimination n'est en jeu. Donc la discrimination ne peut pas être une cause universelle. Là oui, sur ce point, son raisonnement tient. Le problème, c'est au niveau explicatif. Il s'arrête à des facteurs historiques et culturels, il décrit des mécanismes réels comme la concentration urbaine ou la migration sélective, mais il ne les interprète pas comme des dynamiques de tri cognitif. Il reste dans une grille économique sans aller sur le terrain du QI. À mon avis, ce n'est pas un oubli, c'est un choix théorique. Il raisonne comme un économiste et ajouter une couche psychométrique et génétique qui hiérarchise les facteurs en mettant l'intelligence au centre irait contre son idéologie. Comme souvent, le désaccord ne porte pas sur les faits mais sur la causalité qu'on décide d'explorer. Sowell ne répond pas aux données de Richard Lynn et Rinderman sur les gradients cognitifs régionaux, ce qui est cohérent avec sa démarche. Il travaille au niveau institutionnel et historique et il évite d'entrer dans l'analyse génétique ou la distribution cognitive. Là où Lynn et Rinderman quantifient des écarts moyens, Sowell s'arrête à une observation qualitative. C'est simple, il ne mobilise pas leurs données. Il refuse de les intégrer comme une variable centrale. Pour résumer, Sowell ferme la porte à l'explication de la discrimination systémique, mais il la laisse ouverte, et surtout non traitée, à l'explication cognitive. Il décrit correctement des phénomènes sans pour autant les hiérarchiser en fonction de l'intelligence générale. Pourtant, dès qu'on introduit les données empiriques comparatives, l'explication cognitive devient prédictive. Mais surtout, avec cette manie de vouloir classer les gens en fonction de leur appartenance ethnique pour dénoncer les soi-disant discriminations, mais il y a souvent d'énormes biais. Par exemple, aux États-Unis, les différences de revenus entre personnes d'âge moyen et les jeunes adultes sont plus importantes que les différences de revenus entre les noirs et les blancs. Mais en général, on en parle beaucoup moins, parce que ça a beaucoup moins d'impact émotionnellement. En fait, tout le monde comprend qu'on ait plus de revenus en prenant de l'âge. C'est normal, parce qu'avec l'âge, il y a l'expérience, la possibilité d'investir, les augmentations, etc. Sauf que ce fait-là, il a tendance à être amalgamé à d'autres choses. Par exemple, toujours aux États-Unis, l'âge médian des Américains d'origine japonaise est de 51 ans, et celui des Américains d'origine mexicaine est de 27 ans. Et ça explique déjà énormément de choses en termes de soi-disant inégalité. Quand Sowell affirme que
que l'écart de revenus entre jeunes adultes et personnes d'âge moyen dépasse l'écart observé entre groupes ethniques, il énonce un fait exact mais qui reste trivial. Certes, l'âge capte mécaniquement l'expérience et par là l'ancienneté et le capital accumulé. Un individu de 45 ans a forcément eu plus de temps pour progresser dans la vie que quelqu'un qui a seulement 25 ans. Mais le problème, c'est que l'âge n'est pas une variable indépendante comparable à une différence intergroupe. À âge égal, et c'est surtout ça qui compte, les écarts de revenus entre japonais et mexicains sont importants, comme on pourrait comparer des tas d'autres groupes ethniques sur le même plan d'ailleurs. Et bien sûr, sur l'ensemble d'un cycle de vie, ce sont les individus situés plus haut dans la distribution du QI qui accèdent plus vite aux positions les plus complexes et accumulent davantage de capitaux. Invoquer l'âge, ça montre seulement que les revenus augmentent avec le temps. Cela ne dit rien sur ce qui détermine la position relative des individus au sein d'une même cohorte. Dès qu'on isole l'âge, la capacité cognitive redevient centrale. Du XXe siècle, l'idée la plus répandue pour expliquer les inégalités, c'était la génétique. Les universités américaines proposaient même des centaines de cours sur l'eugénisme. Or, depuis la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours, les universités ont eu tendance à expliquer les inégalités par la discrimination. À tel point qu'aujourd'hui, les universités américaines ont des départements entiers dédiés à prouver l'existence de discrimination. On est donc passé d'une obsession de la génétique à une obsession de la discrimination. Et puis, il y a eu un consensus pour dire que les universités s'étaient trompées massivement pendant des décennies avec leurs théories eugénistes. Au point d'ailleurs de rejeter quasi intégralement toute forme d'explication génétique aujourd'hui. On est donc passé d'un extrême à l'autre. Alors, tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est qu'un jour, ces mêmes universités reconnaissent de nouveau leur erreur, en admettant que cette obsession de la discrimination a conduit à des aberrations en termes de méthodologie scientifique. D'ailleurs, il faut rappeler que le déterminisme génétique a longtemps été promu par les progressistes américains, et qu'à toutes les époques, de nombreux grands intellectuels se sont laissés tenter par ces explications monofactorielles. Les théories génétiques au XXe siècle, les théories sur la discrimination aujourd'hui. Mais quand on y pense, en fait, il y a vraiment quelque chose de profondément absurde dans tout ça. Comme si l'état naturel des choses était un monde parfaitement égalitaire, et que les inégalités seraient le résultat d'influences néfastes qui empêcheraient cette égalité naturelle de s'accomplir. Or, c'est complètement timbré comme manière de voir les choses. Parce que la réalité, c'est que l'état naturel, c'est précisément l'inégalité. Ni la génétique ni la discrimination ne sont nécessaires ni suffisantes pour expliquer toutes les inégalités observées entre les êtres humains. Cependant, étant donné à quel point ces deux explications ont dominé depuis longtemps et avec force, et ont conduit à deux des catastrophes monumentales du XXe siècle, le nazisme et le communisme, qui ont conduit au massacre de millions d'êtres humains par leur propre gouvernement, soit au nom de la prétendue nécessité de débarrasser le monde du fardeau des races inférieures, soit au nom de celle d'éliminer les exploiteurs, jugés responsables de la pauvreté des exploités. Chacune de ces doctrines aurait pu, à rigueur, être considérée comme une hypothèse à tester. Mais leurs grands triomphes politiques sont venus précisément du moment où elles furent érigées en dogme, soustraites à toute preuve et à toute logique. Parce que oui, derrière l'idée de vouloir expliquer les différences sociales par la discrimination se cache un projet politique. Tout comme derrière l'idée de vouloir les expliquer par la génétique aussi. Sauf que ce projet-là, d'une manière générale, il est condamné à l'unanimité. Alors que cette idée de lutter contre les discriminations, c'est vachement plus engageant émotionnellement. Sauf que c'est jamais quand on est dans l'émotion qu'on pense et qu'on réfléchit le mieux. Et on se sent grand, on se sent héroïque quand on lutte contre les discriminations. Quand bien même on crée plus de problèmes qu'on en résout, et quand bien même on est parfois obligé de les inventer, ces discriminations, pour pouvoir les combattre. En fait, lutter contre les inégalités, c'est une utopie. Et ça, réunir autour d'un idéal inatteignable, ça a toujours été le meilleur moyen pour pérenniser une idéologie. Mais enfin, comprenons-nous bien. Ce que dit Thomas Sowell, ce n'est pas que les discriminations n'existent pas, mais que vouloir systématiquement expliquer la moindre inégalité au nom d'une discrimination ou d'une domination, c'est une absurdité totale. De même qu'on n'explique pas tout avec la génétique. Ce qu'il préconise, notamment avec son idée des prérequis, c'est qu'il faut aller chercher la vérité là où elle se trouve, tant pis si elle dérange, et que toutes les explications génétiques n'ont pas à exclure les explications sociales et vice-versa. Parce que ces explications monofactorielles, elles ont déjà mené à suffisamment de catastrophes comme ça, et qu'il est largement temps de passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'il met dos à dos le nazisme et le communisme d'ailleurs. Pour répondre en une phrase à cette conclusion, la science ne cherche pas un compromis moral entre deux récits, elle cherche la structure causale réelle. Dire que la génétique et l'environnement seraient deux visions idéologiques symétriques est déjà une erreur de cadrage. La génétique comportementale est aujourd'hui un champ empirique mature, fondé sur des données quantitatives issues d'études de jumeaux, d'études d'adoption et d'analyses longitudinales et de banques de données génomiques ultra documentées. A l'inverse, les explications environnementales invoquées dans le débat public reposent davantage sur des intuitions que sur des mécanismes démontrés. Quand Arthur Jensen ou Charles Murray montrent que le QI explique davantage la variance que l'origine sociale ou la simple durée de scolarité, ils ne défendent pas directement un programme politique. Ils ne font que hiérarchiser des variables à partir de corrélations mesurées. La hiérarchie peut déranger, mais elle découle d'une simple lecture des données. L'idée selon laquelle la vérité serait au milieu entre une erreur génétique et une erreur environnementale est naïve parce qu'elle suppose que deux thèses opposées se compensent. Or, en science, deux explications fausses ne produisent pas une explication vraie. Et pas qu'en science d'ailleurs. Deux faux ne font pas un vrai. Si les données sont asymétriques, que d'un côté on a des évidences empiriques et que de l'autre on a une faiblesse explicative, alors la conclusion doit l'être aussi. Les résultats empiriques montrent que l'environnement module et canalise l'expression des capacités, mais qu'il ne fabrique pas le potentiel cognitif lui-même. Constater ça n'implique pas automatiquement une politique publique, c'est juste descriptif, et ce n'est pas prescriptif. Ce qui devient politique en revanche, c'est de refuser d'intégrer le facteur G et les données de la génétique comportementale parce que ces implications dérangent. Malheureusement, le cadre de Thomas Sowell est incomplet pour la même raison que l'est celui de Pierre Bourdieu.
Bourdieu. L'un écarte le facteur G pour préserver un récit institutionnel, l'autre pour préserver un récit moral. Oui, leurs conclusions divergent idéologiquement, mais ils ont le même point aveugle scientifique. Assimiler l'explication génétique au nazisme ou le behaviorisme au communisme est faux. Le nazisme et le communisme étaient des idéologies totalisantes qui prescrivaient une organisation politique et morale du monde. La génétique comportementale, quant à elle, est un champ empirique qui mesure des corrélations, estime des parts de variance et teste des modèles. Ce n'est pas une doctrine politique, c'est une discipline scientifique, et ça change tout. Dire que les différences individuelles de facteur G sont majoritairement héritables à l'âge adulte, avec des estimations situées autour de 80 à 90%, ne revient pas à affirmer que tout est génétique. Cela signifie seulement que dans les sociétés développées, la variance observée entre individus est majoritairement associée aux différences génétiques, et que ce point est largement prouvé depuis plus de 50 ans. Contrairement aux idéologies nazies, ce n'est pas une explication monofactorielle, c'est une hiérarchisation des causes. Les environnements existent, mais ils sont en grande partie façonnés par les dispositions génétiques. Les phénomènes de sélection et de modification active de l'environnement sont empiriquement documentés. Les ignorer ne rend pas l'analyse plus nuancée, elle la rend incomplète. Et même si ça dérange certains de dire que la génétique est plus que toute autre chose déterminante dans nos vies, et ben c'est comme ça et c'est tout. Et ce qui devient réellement idéologique, ce n'est pas d'intégrer la génétique, c'est de négliger son existence quand les données montrent sa prédominance. Bon, j'espère que cette analyse vous a plu. Alors, c'est pas tout à fait une réponse. Il y a des points sur lesquels j'apporte un petit point de vue sans pour autant débunker l'analyse de Thomas Sowell, qui est plutôt correcte dans le fond, même si, comme on l'a vu, voilà, scientifiquement, c'est assez maigre. Comme je l'ai dit, souvent on analyse les mêmes conséquences, mais pourtant on diverge sur les causes de ces conséquences. Et sinon, j'espère que vous l'avez compris, c'est absolument pas un clash à moins d'un malin. C'est juste une réponse en bonne et due forme. Ça fait plusieurs mois qu'il a sorti la vidéo. Dès qu'elle est sortie d'ailleurs, je l'ai regardée et j'avais envie de publier ce contenu. Oui, parce que dans la petite caricature qu'il fait au début qui oppose les pros cartes du QI et les pros environnement, moi je suis clairement le jean bro. Et pourquoi je suis comme ça? Bah, comme on l'a vu, c'est plutôt le jean bro qui a raison. Enfin bref, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao!